Bonjour Franck et merci d'être avec nous dans ce format hors-série du documentaire Work in Progress. Tu es le président de Randstad en France et juste avant tu dirigeais les opérations en Asie et en Océanie avec un poste basé à Sydney en Australie. Du coup tu as toujours eu une carrière qui était à l'international. Avec ce regard global que te donne ta carrière, comment est-ce que tu perçois la position de la France dans le prisme du Future of Work? Est-ce que ce sont les mêmes tendances? Est-ce qu'elles sont décalées? Déjà, 29 ans à l'étranger, ça m'a permis en fait de voir des grosses différences par rapport à la fois aux pays anglo-saxons, mais aussi aux pays asiatiques et par rapport à la France. Je vois le Future of Work sur 3 points principaux. Un point qui est autour de la compétence et l'attrait et l'appétence que les gens ont vis-à-vis de la compétence au lieu du travail ou du poste. Un autre point qui est sur l'organisation des sociétés, qui peut être un peu différente, et je vais revenir là-dessus par rapport à ce que je vois à la France, et surtout la transposition et la position vers le futur. Donc comment les gens se tournent vers ce futur et quelle confiance ils ont en fait vis-à-vis de ce futur. Donc à partir de là, il y a quand même pas mal de différences qui se passent entre ce que je vois en France et ce que j'ai remarqué dans les pays où j'ai vécu, donc principalement en Asie et en Océanie. Les plus grandes différences sont des différences sur la confiance. Les gens ont largement plus confiance en fait dans les pays asiatiques qu'ils n'ont ici en France, et je dirais peut-être de manière plus générale personnelle du travail et de la façon en fait d'utiliser le travail pour pouvoir progresser dans sa vie de tous les jours. Et donc cette marque de confiance en fait se retrouve aussi bien au niveau des individus que au niveau des sociétés. Les sociétés font aussi énormément confiance à leurs employés, et ça c'est quelque chose qui est quand même très appréciable. Il y a aussi une très forte agilité qu'on trouve aussi bien au niveau des gens qu'au niveau des sociétés. Encore une fois, beaucoup de ces pays-là ont été des pays qui ont une très forte croissance économique, qui ont aussi un marché du travail qui est flexible. Et donc, comme ils ont un marché du travail flexible et une forte croissance, ça permet énormément aux personnes de pouvoir changer d'emploi, mais aussi changer de secteur d'activité. Ce qu'on ne voit pas nécessairement aussi ou autant dans les pays comme la France, où on a tendance quand même à faire des carrières de la même manière dans le même secteur ou dans le même type de poste. Oui, et puis où les études du coup déterminent aussi un petit peu toute la carrière. Généralement, on a une carrière qui dépend des études qu'on a fait à 20 ans, et puis ensuite pendant 40 ans on fait la même chose, même si ça évolue gentiment. Toi, plus personnellement, qu'est-ce qui a changé dans les missions que tu avais en Australie et celles que tu as maintenant à Paris? Les missions en fait sont assez similaires, c'est-à-dire que la création du sens au travail, la création de la possibilité de pouvoir vraiment identifier les valeurs de la société, faire en sorte que les gens autour de moi se rallient en fait à ces valeurs, sont des choses qui sont importantes aussi bien ici qu'en Asie ou en Océanie. Par contre, c'est fait de manière assez différente, c'est-à-dire que quand c'est fait en Asie, c'est fait dans un but en fait pour retenir les gens. Donc comment on peut retenir les gens grâce à ces valeurs et grâce à ce sens au travail. Quand on vient en France, on a beaucoup d'employés qui sont ici depuis très longtemps pour les raisons dont tu as parlé précédemment, qui sont le fait que les gens ont fait leur carrière ici. Donc il faut réussir à utiliser ces valeurs en fait pour essayer de réinsuffler en fait un nouveau souffle à ces gens-là et pour pouvoir leur permettre de pouvoir promouvoir leur carrière encore une fois. L'autre chose qui est très importante ici en France, c'est en fait d'utiliser un grand pays pour nous au sein de Randstad, et d'utiliser tout ce qu'on trouve ici, donc par exemple les centres de gestion des compétences qu'on a ici en France, la formation qui est un système très français qui n'existe pas nécessairement à l'étranger, et de voir tout ce qu'on a pu construire autour de ça pour pouvoir ensuite l'exporter dans le reste du réseau Randstad. Donc ça, ce sont un peu les missions qui m'ont été données, qui sont un peu différentes, donc le même corps, je dirais, mais par contre, une façon de le faire assez différente. L'année 2020 a été marquée par des bouleversements à plein de niveaux du travail. Il y en a certains qui sont en réaction, simplement, qui sont à court terme, qui ne vont pas durer. D'autres qui ont révélé des tendances peut-être plus profondes de transformation du travail. Quelles sont celles, selon toi, que l'on va conserver et d'autres dont on va se débarrasser à long terme?
Ouais, je pense qu'il y a des tendances qui vont rester assez longtemps, qui vont peut-être pas rester dans le même, avec la même importance qu'ils ont aujourd'hui, mais je pense que des choses comme le télétravail, par exemple, vont rester. Le télétravail à 100%, déjà il faut toujours le dire, le télétravail ne s'applique pas à tout le monde, hein, il s'applique à 25-30% d'une population, mais il y avait une demande avant, et on parlait de flexibilité un peu plus tôt. Là, il y avait assez peu de flexibilité en France. Le Covid, en fait, a accéléré cette demande de flexibilité de la part des employés. Et je pense qu'on va retrouver ce télétravail pendant assez longtemps et mieux organisé que ce qui n'a été organisé jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une tendance qui, à mon avis, va être assez forte pour la population qui peut le faire. Le sens au travail, ce qu'on dit en anglais, ce qu'on appelle purpose en anglais, donc le sens au travail et cette capacité de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, est quelque chose qui va être aussi énormément, à mon avis, en demande, à la fois pour des raisons générationnelles, mais aussi parce que maintenant les gens se posent la question de savoir pourquoi je fais ce travail que j'ai fait depuis des années. J'ai eu l'occasion, de par le Covid, d'avoir 3 mois pour repenser et pour penser en fait aux raisons pour lesquelles je travaillais. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens, avant, ne faisaient pas, ou le faisaient uniquement quand ils avaient des carrières qui étaient cassées, donc 2-3 mois en recherche d'emploi. Mais là, ils ont été un peu forcés à le faire. Donc ça, je pense que ça va vraiment rester. Il y a d'autres tendances, les tendances sur les compétences. Ce qu'a créé 2020, en fait, c'est une année un peu bizarre où il va y avoir beaucoup de gens qui vont être obligés de changer d'emploi. Comment changer d'emploi demain avec des expériences qui des fois vont être assez compliquées à remettre en place dans un même secteur d'activité ou sur un même bassin d'emploi. Donc ce besoin en fait pour les gens de se réinventer par les compétences, c'est ce qu'on appelle les soft skills en anglais, donc ces compétences qui sont immatérielles, je dirais, et des façons de vivre. Je pense que ça va prendre une ampleur encore qui va être plus importante dans le futur. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'employeurs, mais aussi nous, en tant que société de recrutement, on va être obligé de s'adapter, à ça pour changer nos méthodes de recrutement. La crise que l'on a traversée a notamment révélé l'importance de se transformer, l'importance du numérique. Et c'était loin d'être une évidence pour certaines sociétés qui étaient à milieu de tout digital, du numérique. Du coup, il y a forcément un besoin de recrutement, un besoin de formation des collaborateurs qui sont déjà sur site. Comment est-ce qu'on peut anticiper et accompagner ces transformations-là ? Peut-être avant de répondre à la question, une chose qui a changé justement, ça va être le besoin de se transformer de manière digitale pour tout le monde. Donc à la fois pour les employés, mais aussi pour les sociétés. Donc, et la transformation digitale n'est pas nécessairement une transformation digitale comme les gens peuvent toujours le penser, qui est il faut qu'on devienne tout digital et tout virtuel. C'est quels sont les outils qu'on utilise aujourd'hui, comment on peut travailler mieux de la maison si on fait du télétravail, quelles sont les choses qu'on met en place pour pouvoir accompagner ça en termes de formation, etc., etc., etc. Mais c'est aussi quelles sont les offres qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients, par exemple. Donc il y a une transformation digitale qui est faite par les sociétés pour pouvoir s'adapter justement à une méthode de travail qui est complètement différente. Les secteurs d'activité qui vont prendre de plus en plus d'importance dans le futur vont être des secteurs d'activité comme le numérique, par exemple, où il va y avoir beaucoup de postes qui vont se créer. Et là, je reviens justement sur la notion de compétences, parce que ce sont souvent des postes que l'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont attirer des gens qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas aujourd'hui non plus pour ces postes-là. Et des sociétés comme nous, par exemple, quand on parle d'adaptation, comment on peut utiliser les datas qu'on a pour pouvoir découvrir assez rapidement les nouveaux postes qui vont se présenter et quelles sont justement ces compétences nécessaires pour pouvoir accéder à ces postes-là. Et faire ces analyses très rapidement pour pouvoir aider les gens à créer des passerelles d'un emploi traditionnel, je dirais, à un emploi nouveau. Je prends pour le coup un exemple du passé. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de cybersécurité, par exemple. La cybersécurité, c'est quand même assez nouveau. Il y a 10 ans, des gens de cybersécurité, on n'en trouvait pas. Et maintenant, on en cherche partout et on a trouvé plein de profils. Et on voit en fait des viviers de personnes avec des potentiels et des personnalités qui permettent en fait d'aller dans ces postes-là. Comment on peut rétrécir ça? Et c'est un peu notre rôle, nous,
un rôle sociétal en fait, de pouvoir accompagner les gens dans ces passerelles. Comment on peut après ensuite mettre ensemble à la fois l'humain et la technologie. Et c'est le gros sujet, à mon avis, des RH. On reviendra peut-être sur ce sujet-là, mais c'est le gros sujet, à mon avis, des RH. C'est comment on peut trouver un moyen de mettre de l'humain là où on a un peu tendance à vouloir retirer l'humain. Et notre rôle à nous, en tant que société, c'est de justement s'adapter pour créer cet environnement qui donnera une expérience digitale aux personnes avec qui on travaille, mais aussi l'humain qui est nécessaire pour des choses qui sont très personnelles, la carrière, la décision qu'on va prendre pour les 5 prochaines années, etc., qui sont très personnelles et qu'on ne peut pas faire de manière digitale uniquement. Après, il y a tout un tas d'autres choses qui sont nécessaires pour des sociétés comme les nôtres, qui sont par exemple dans le cadre de la formation. Donc on parle énormément justement de compétences. Comment on peut créer, nous, en tant que groupe Randstad, une plateforme qui permet en fait aux gens d'acquérir les compétences nécessaires pour qu'elles puissent avoir les jobs qu'elles veulent dans les endroits où elles veulent travailler, quand on ne peut pas faire de télétravail. Oui, parce que c'est ça, le vrai sujet. Une fois qu'on a détecté en fait les signaux faibles pour détecter quelles seront les compétences dont on aura besoin, et on imagine que, par exemple, bon, là, c'était cybersécurité il y a peut-être 10 ans, maintenant ça va être de nouveaux sujets. Artificial Intelligence, complètement, ouais. les prochains métiers des digital, etc. Et puis même dans les RH, tu parlais justement de l'importance de se dire que quand on digitalise, c'est pas simplement on remplace un humain par un robot, mais d'arriver à lier à la fois digital et humain. En fait, une des grandes problématiques du Future of Work, c'est finalement la formation, c'est l'éducation. D'un côté, l'adaptation aux techniques qui sont acquises, parce qu'elles deviennent rapidement obsolètes, et puis l'adaptation à d'autres métiers qui n'existent pas encore, dont on va devoir détecter les signaux faibles. Par quoi est-ce qu'on commence ? En fait, il faut déjà revenir, et c'est là un des rôles, à mon avis, qu'on a en tant que Randstad, d'essayer de mettre autour d'une table tous les acteurs du marché de l'emploi, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, pour qu'on puisse mettre ensemble à la fois les financements, mais aussi les data qui sont nécessaires. Parce que la partie qui manque aujourd'hui est la partie en fait de la création des passerelles pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Donc si on regarde sur le marché à ce jour, il y a énormément d'offres de formation, il y a énormément de compréhension en fait, des postes qui existent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de dire, OK, avec ce poste-là, qu'est-ce que je peux faire demain et quelles sont éventuellement les choses que je pourrais faire sur quel type d'emploi. Et ces passerelles-là, en fait, n'existent pas vraiment. Après, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a ce qu'on appelle du upskilling, donc on parle de digitalisation ou du Future of Work. Le Future of Work vient toujours de manière assez lente, et après, quand ça arrive vite. Et la question, c'est de dire, OK, pendant la période lente, comment je fais pour faire du upskilling ? Donc le upskilling, en anglais, c'est une acquisition, en fait, de compétences supplémentaires par rapport aux compétences que j'avais avant, de par le fait que mon rôle change tous les jours. Donc, il y a 10 ans, ou 15 ans, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de laptop, tout ça n'existait pas. Et au fur et à mesure, on apprend à utiliser des choses qui sont nouvelles dans le cadre. Après, il y a du reskilling. Et le reskilling, c'est beaucoup plus important. C'est là où, en fait, le job qu'on avait n'existe plus. Donc, comment on arrive à faire de la formation sur des compétences qui vont être complètement nouvelles par rapport à ce qu'on a fait avant, et utiliser ce qu'on a fait avant, rajouter d'autres et changer de job complément. Et ça, encore une fois, c'est un rôle qu'on a, nous, à jouer. Complètement, parce qu'on en parlait juste avant, le principe de faire des études et puis ensuite de faire une carrière de 40 ans dans la même, en tout cas dans le même secteur, pas forcément la même société, mais dans le même métier, ça va de moins en moins exister, parce que forcément le métier qu'on a évolue avec les techniques. Et donc, alors, ce qui est intéressant sur ce point-là, désolé de te couper, mais ce qui est intéressant justement sur ce point-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent. On a quand même aujourd'hui plus de 83% des gens qui sont en emploi, on va dire CDI, de long terme, salariés. C'est quand même une très grosse majorité. Ce qui est intéressant, et c'est un test que je dis toujours à mes amis de faire, ce que j'appelle le test du barbecue. Quand on demande aux gens, ça fait combien de temps que vous êtes dans la société pour laquelle vous travaillez, ils vous disent ça fait 10 ans. La prochaine question qu'on doit toujours demander, c'est combien de postes différents as-tu occupé pendant ces 10 ans-là. Et ce qu'on voit en fait, c'est
que les gens occupent des postes pour à peu près 2 ans. Avant, c'était peut-être 3 ans. Maintenant, c'est à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et après, ils changent. Ils vont sur un autre rôle qui peut être éventuellement le même rôle en termes de titre, mais qui a changé un peu, le périmètre a un peu changé, ou la zone géographique a changé, etc., etc. Et c'est cette capacité, en fait, aux sociétés à devenir meilleures, à créer, en fait, des carrières au sein des groupes qui leur permettront de garder les gens dans le futur. Comme tu le disais avant, on pouvait faire peut-être pendant 40 ans le même travail. Maintenant, les gens ne veulent plus faire ça. Et si nous, en tant qu'employeurs, on veut, dans le monde du futur, garder nos personnes, il faut qu'on devienne juste meilleurs, à la fois en tant que manager, mais aussi en tant que gestionnaire de carrière pour nos employés. Une des forces de Randstad, c'est d'être présent sur tous les segments de l'emploi, à la fois le CDD, le CDI, l'intérim, et puis à la fois sur des compétences de personnes qui sont très qualifiées, d'autres qui le sont beaucoup moins. Est-ce que c'est pas ça le future of work, la diversité des statuts et des compétences? C'est le future of work. Ce qui est intéressant de regarder quand on regarde les stats, c'est de regarder ce qui s'est passé sur les 10-13 dernières années. Le nombre de gens qui sont en emploi, je dirais, flexible, on parle beaucoup de flexibilité aujourd'hui, le nombre de gens qui sont en emploi flexible, en fait, n'a pas beaucoup bougé en termes de pourcentage de la population active. Par contre, la façon d'atteindre l'emploi a beaucoup changé. Donc, dans ces 25-30% de gens qui sont sur du flexible, ce qu'on voyait avant, c'était soit vous êtes en CDI normal ou vous êtes en intérim et il n'y avait pas vraiment d'autres options. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des auto-entrepreneurs, il y a des digital nomades, il y a des freelancers, il y a des intérimaires, il y a un peu de tout dans cette formation. Donc nous, notre but en fait, c'est d'embrasser le plus possible les différents types d'emplois les différents modèles qui sont disponibles pour justement atteindre l'emploi et de trouver ceux qui permettent aux gens d'être à la fois protégés, mais aussi leur permettre d'avoir justement un accroissement des compétences, etc., etc. Ce que tous les systèmes qui sont en place aujourd'hui et les statuts qui sont en place aujourd'hui ne permettent pas de manière nécessaire ou pérenne. Donc notre rôle à nous, c'est vraiment de trouver les bons endroits où on joue. Et par exemple, on a créé il y a quelques années le CDI intérimaire, qui nous a justement permis. Et pourquoi on a créé le CDI intérimaire? Avec un objectif en fait de formation. Donc comment on peut mettre des gens dans des postes qui sont à l'origine des postes d'intérim, mais en leur créant des carrières et les aider à gérer en fait leur carrière au fur et à mesure du temps et faire beaucoup d'investissements sur leur formation pour leur permettre de pouvoir, dans un même bassin d'emploi, passer d'un employeur à un autre. Donc ça, c'est un exemple d'évolution qu'il y a eu et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ça pose pas mal de problèmes et pas mal de questions en fait, encore une fois dans le futur pour les employeurs. Qui sont en fait nos employés aujourd'hui? Parce qu'on peut aussi prendre l'exemple de tout ce qui est outsourcing. Donc on va voir une entreprise partenaire et on va leur dire ben, aujourd'hui vous prenez notre réception, vous prenez notre service IT, Information Technology, et puis voilà quoi, vous partez. Est-ce que ces employés-là sont nos employés ou est-ce qu'ils sont les employés d'une entreprise prestataire à l'extérieur? Et ça pose des vraies questions. Je dis souvent, encore une fois, je parlais de la question du barbecue avant, là je dis la question de Noël. À qui on invite à notre fête de Noël? Oui. Est-ce qu'on invite nos employés permanents? Est-ce qu'on invite nos intérimaires? Est-ce qu'on invite nos prestataires? Est-ce qu'on invite la personne qui est tous les jours en train de nous représenter à la réception et qui travaille pour une société externe, etc., etc. Donc en fait, il faut vraiment qu'on puisse, en tant qu'employeur, demain, pouvoir créer ce sentiment d'appartenance, en fait, peu importe le statut que la personne est vis-à-vis de nous, comment elle travaille avec nous, si c'est nous qui la payons directement ou indirectement, est-ce qu'on peut créer ce sentiment d'appartenance pour qu'il soit fier à la fois de travailler pour nous, qui peut-être on n'est pas l'employeur, mais en même temps on représente très bien qui on est, et après on peut étendre ça sur tous nos prestataires, tous les partenaires avec qui on travaille, et quand on change ça, en fait, on change vraiment le monde du travail de demain, puisque là, pour le coup, on ne réfléchit plus en termes de salariat, mais on réfléchit en termes de famille qui se crée en fait autour de nos marques. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, finalement, c'est une culture d'entreprise qui dépasse très largement les murs de l'entreprise. C'est une culture d'entreprise qui dépasse les murs. C'est aussi une demande de notre part, enfin un besoin de notre part de regarder les gens avec qui on travaille tous les jours
comme notre vivier de recrutement permanent, potentiel, futur, et de vraiment regarder ces gens en se disant, ben oui, au lieu d'aller regarder ailleurs, c'est de regarder les gens qui sont avec nous tous les jours et de se dire, ben, ces gens-là, en fait, devraient avoir la première priorité parce qu'ils nous représentent et le font de manière très fière, même si on ne les paye pas directement. Future of Work, Remote Work, Digital Nomadisme, on a l'impression qu'on va tous finir par aller travailler à Bali, les pieds dans le sable, qu'on sera tous indépendants, qu'on n'aura pas de bureau. Quelle est la réalité derrière tous ces gros titres qu'on voit dans les médias et dont je suis le premier d'ailleurs à parler? Est-ce que ça concerne toute la population? Comment est-ce que tu vois l'évolution du Future of Work dans ce sens-là? Ben déjà, je vais te rassurer, j'ai travaillé moi avec les pieds dans le sable à Bali, donc j'espère que je pourrai le refaire encore une fois. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche, mais on ne peut pas le faire pendant trop longtemps. Je pense qu'il y a quand même des grosses demandes aujourd'hui de rester dans le salariat tel qu'il est et qu'il a été établi il y a assez longtemps. On regarde quand même les statistiques encore une fois et ce qu'on voit c'est que quand nous on fait de la recherche et qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent quand ils recherchent un emploi, les choses qui ressortent le plus souvent c'est je veux un emploi salarié, je veux un emploi qui va être assez sûr sur le long terme, je recherche quelque chose avec des possibilités de carrière. Et ça reste toujours avec un bon salaire, et ça reste toujours les trois choses les plus importantes aujourd'hui. Par contre, les motivations qui font que les gens restent dans l'emploi et restent avec leurs employeurs, elles changent une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Donc ils vont demander qu'est-ce que je peux avoir comme mobilité internationale ou nationale, qu'est-ce que je peux avoir comme carrière, quelle est la RSE, comment vous vous impliquez dans la vie de la société autour de vous, etc., etc. Donc ces demandes-là sont de plus en plus importantes et de plus en plus variées en plus de la part des employés. Et c'est quelque chose qui va changer de plus en plus dans le monde de demain parce que les demandes, il y a plus de générations, il y a plus de demandes, il y a plus de communication. Et ça, c'est quelque chose qu'on va être obligé de faire. Les deux gros changements en fait qui vont arriver, je pense pour nous tous, c'est comment on gère nos employés, et ça revient sur le sujet auquel j'ai parlé un petit peu avant, qui est comment je gère la carrière des gens de manière beaucoup plus proactive, en leur permettant justement d'avoir des expériences multiples et variées pour pouvoir justement les garder, alors qu'avant on pouvait se permettre d'être un peu moins bon. Je pense aussi que l'accès par la digitalisation et l'accès à l'information force les managers à devenir de plus en plus des bons managers. Dans le passé, on pouvait se permettre d'être mauvais une semaine et nos employés nous le pardonnaient parce que c'était très dur en fait de changer d'emploi. Dans le futur, aujourd'hui et dans le futur, ce sera de plus en plus facile en fait de changer d'emploi puisque la digitalisation a fait qu'il est facile d'appuyer sur un bouton et de postuler à des postes multiples et variés. Un manager qui a une mauvaise conversation aujourd'hui avec son employé, la personne peut sortir du bureau et tout de suite aller appuyer sur des boutons et postuler à des postes différents. Donc on ne peut plus se permettre d'être mauvais. Et ça, c'est un gros changement qu'il faut que l'ensemble des managers, moi y compris, prennent en compte pour être bons en fait tous les jours. Sinon, on perdra nos gens beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quand même un gros changement pour l'ensemble des sociétés, dans la mesure où, quand on y pense, depuis des années, on a créé ces équipes de middle management, de management de proximité. Et souvent, ces managers ont eu tendance à ne plus être des managers de proximité, mais devenir des courroies d'informations qui montent et qui descendent. Et je pense qu'il va falloir vraiment repartir sur justement ce management de proximité pour ne pas avoir le risque de voir ces postes-là disparaître. Donc le Future of Work, c'est pas l'indépendance, c'est le Future of Work dans l'entreprise en fait. C'est la responsabilité de l'entreprise de fournir la flexibilité et cette transformation dont tu parles aux salariés et à tous les... Mais c'est pas nécessairement dans le salariat, ça peut être... je peux prendre quelqu'un en auto-entrepreneur par exemple pendant une période de temps et je vais travailler avec eux de la même manière que je travaille avec mon salarié et de le faire de manière très ouverte et d'avoir justement dans le panel d'offres en fonction des missions ou des besoins qui sont mis en place, de prendre les gens de manière assez différente, d'être assez flexible en fait. Et nous, en tant que personne, il faut qu'on s'habitue aussi à ne plus nécessairement avoir qu'un seul mode d'emploi. Quelqu'un comme moi, j'ai 50 ans, dans ma vie a toujours été, je vais être salarié, je vais être employé
à durée indéterminée, etc., etc. Ben non, demain, je serai peut-être intérimaire pendant 6 mois, puis après, je serai peut-être entrepreneur pendant 6 mois. Je redeviendrai peut-être salarié. Et ça demande quand même un effort sur soi-même pour bien comprendre qu'en fait, c'est à la fois quelque chose qui est disponible, ce sont des opportunités, et il faut utiliser toutes les opportunités dans le monde du travail de demain. J'aimerais te poser une question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui donne du sens dans ton travail? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, te donne de l'énergie? Et est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps ou est-ce que ça a toujours été les mêmes moteurs? J'ai toujours aimé essayer de créer un environnement qui permette aux gens de, un, se sentir bien et deux, de se développer et de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, et tout ce que j'ai fait depuis mes années étudiantes, aussi bien au niveau professionnel, aux études, mais aussi dans la vie associative dans laquelle j'ai pu m'investir, a toujours été pour créer en fait ces environnements pour que les gens soient heureux d'être là, qu'ils soient heureux de travailler en équipe et que la somme des individualités soit toujours meilleure que l'individu lui-même. Et c'est des choses qui ont très bien marché pour le coup en Asie, puisque cette notion en fait d'équipe et cette notion de travailler tous ensemble pour arriver à un résultat commun qui est mieux que ce qu'on aurait pu faire de manière individuelle est vraiment très bien reconnu. J'ai toujours adoré ça. Donc ça me fait me lever le matin, me dire que je peux, moi, Franck Ribuot, aider quelqu'un à devenir meilleur dans sa carrière parce que je l'ai aidé à un point où je lui ai donné un avis, où je lui ai créé un environnement qui est, je trouve que c'est génial. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré tout le monde digital dont on parle, l'interactivité humaine et la capacité qu'on a à pouvoir permettre aux gens de se transcender est quelque chose qui existe vraiment et qui donne un vrai plaisir. Et moi, j'ai ce plaisir tous les jours et j'espère que je l'aurai en fait encore pendant des années et des années. Et si je l'ai, je ne pense pas, par exemple, à la retraite. Parce que tant que je peux aider les gens à se transcender, ben, je continuerai à le faire. C'est un formidable moteur. Je sais que tu es une personne qui est très optimiste et ça me paraît être une belle façon de conclure cet échange. Quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à être positifs à la fois sur l'avenir du travail et sur l'avenir du marché de l'emploi? Ben, plusieurs choses. Déjà, il faut toujours regarder les opportunités au lieu de regarder les risques. Donc à partir de là, quand on a cette vision de la vie là, et c'est une vision peut-être très asiatique, zen de la vie, c'est de se dire qu'en fait, à chaque risque, il y a des opportunités. Et quel est le poids en fait qu'on donne aux deux? Et pour moi, j'ai toujours donné le poids d'abord aux opportunités plus qu'aux risques. La deuxième chose qui est peut-être pas très future of work, mais qui pour moi a toujours marché, c'est de toujours dire il faut toujours s'occuper et être le meilleur possible dans son présent, parce que c'est le présent en fait qui définit ce que va être l'avenir. Et ça, c'est une règle que moi je me suis fixée, que j'ai fixée à mes enfants et que je leur rappelle tout le temps en disant, vous savez, votre futur va se définir en fait par ce que vous faites aujourd'hui et par le fait que vous êtes très bon aujourd'hui. Si vous êtes bon aujourd'hui et que vous êtes le meilleur possible, votre futur se dessinera de par lui-même parce que vous aurez suffisamment d'avocats autour de vous pour vous aider en fait à vous promouvoir, à vous donner des opportunités, etc., etc. Mais ça passe pas par le futur et par toujours se poser des questions par le futur. Ça se pose parce que c'est à cause du présent. L'instant présent. Merci beaucoup Franck pour tous ces éclairages et bonne continuation du coup avec cette prise de poste depuis quelques mois maintenant chez Randstad.